Alors effectivement, toute la journée d'hier, on s'est promené de par le vaste monde, selon le principe même de ces journées qui sont que les plantes se font la malle. Moi, je vais vous parler du moment où, après s'être fait la malle, d'ailleurs elles se la font involontairement ou volontairement, quelquefois on les met dans une malle, la plupart du temps d'ailleurs, pour les rapporter dans nos jardins. À partir du moment où elles arrivent dans nos jardins, eh ben, elles sont enfermées. Et, alors elles essaient bien de s'échapper, on parlait des vagabondes aussi. Et donc je vais vous parler, pas du tout de plantes, je vais vous parler des allées. Parce que qu'est-ce qui contient nos plantes dans nos jardins? Ce sont les allées. Et c'est un sujet en soi. Alors, pour restreindre encore mon propos, car j'ai peu de temps, je vais même le restreindre quasiment aux allées du potager. Alors là, je me sens légitime parce que Gilles Clément, hier, nous ayant expliqué que dans son jardin en mouvement, la première chose qu'il avait fait, c'était son potager. Je me sens légèrement dédouané quand même. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des jardins, mais j'aime beaucoup cette image pour dire que c'est Agnès, ça va. Pour dire que, évidemment, de tout temps, l'homme jardine, bien entendu, et que très tôt, il s'est rendu compte que si on faisait des dessins géométriques, c'était plus pratique pour des tas de raisons. Là, en l'occurrence, en Égypte, on peut penser que c'était majoritairement pour des problèmes d'irrigation, parce qu'en fait, c'était des canaux qui séparaient, enfin des rigoles qui séparaient ces carrés. On va aller très vite, mais on voit déjà là qu'au Moyen-Âge, on a toujours des carrés, et c'est la forme de base au départ, quelles que soient les civilisations, avec des allées qui sont en terre battue habituellement, et ces carrés sont avec ou sans rehaussement de planches. Ici, vous avez un jardin de simple, et là, c'est vraiment juste posé à plat sur les allées, et pas de bordure, ce que je voudrais faire remarquer aussi. Pas de bordure végétale, j'entends. On a aussi bien entendu comme on a des petits jardins, on fait beaucoup de choses à la verticale, c'est très important parce que ça ne prend pas de place et ça permet de produire. Donc des palissades, des pergolas, des treillis. Et ici, vous voyez, commence à avoir des choses intéressantes sur les allées. Ah là là, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Alors ici, les carrés sont entourés de maçonnerie. On voit même ici très nettement que ce sont des briques. Et là, en l'occurrence, il y a une très très jolie, des très très jolies allées en carrelage. Mais donc on est dans des petits jardins. Est-ce que c'était sur celle-là que je voulais voir? Oui, ici aussi, intéressant, vous avez des bordures de terre cuite. Les allées elles-mêmes sont en terre cuite avec des calades au carrefour des allées. Donc tout ça est très raffiné et surtout d'un point de vue purement entretien, quand on est jardinier on sait ce que c'est, ici c'est des allées que pratiquement vous n'avez pas besoin de désherber parce qu'elles sont pavées, carrelées. Et ici aussi, voilà. Et alors, on arrive tout de suite au XXe siècle. À ma connaissance, si quelqu'un dans la salle peut me détromper, je serais vraiment ravi. À ma connaissance, il n'est pas parvenu jusqu'à nous de jardin du Moyen-Âge. Dans leur état d'origine. En revanche, ça s'est un peu calmé maintenant, mais depuis 20 ans ou 30 ans, il y a eu une mode absolument invraisemblable de jardins dits médiévaux. Alors, qui font des très très belles choses. Ici, on est à Bois-Richeux, en Eure-et-Loire, qui est un très très joli jardin, façon Moyen-Âge. Alors, tout le vocabulaire, les plessis, etc. Mais on voit déjà sur cette photo qui a en même temps des énormes contresens. Les allées sont en herbe et surtout ce jardin est situé dans la cour de la ferme. Et une cour de ferme, c'est fait pour la traverser avec des charrettes, des chevaux, des cochons, des chèvres et bien sûr pas avoir un jardin dedans. Et très curieusement, à notre époque, beaucoup de jardins pseudo-médiévaux s'installent dans les cours des bâtiments. C'est probablement parce que c'est là que c'est le plus facile, que pour les visiteurs c'est plus joli à voir, mais c'est un contresens, à mon sens, terrible. Voilà, donc on retrouve ce vocabulaire de Plessis, ça c'est exactement
copier-coller de la gravure que vous avez vue tout à l'heure, avec des treilles, tout ça très joliment fait par ailleurs. Un autre endroit assez emblématique aussi de cette mode des jardins médiévaux, c'est le donjon de Ballon dans la Sarthe. Et c'est à l'intérieur des murs, c'est toute la surface du pied du donjon, vous l'avez là sous les yeux pratiquement. Et c'est un jardin complètement contemporain, d'inspiration médiévale. Très très belle chose, c'est évident qu'il n'y a jamais eu un jardin là non plus. En l'occurrence, ça fonctionne bien, c'est intelligemment fait, et ça c'est l'endroit qu'a entièrement planté et restauré quelqu'un à qui les jardins doivent beaucoup en France et qui s'appelait Jean Guéroux. Alors ça, c'est un endroit très atypique. C'est Château Dauphin, c'est en Auvergne. Très vieille bâtisse féodale. Et puis des jardins qui, comme ça, ont l'air assez banal, un dessin de jardin assez banal. On voit bien qu'il y a un jardin pour faire joli là devant ce qui était l'angle de la maison avec ses tours. Et puis ici, on se doute bien que ça doit être potager. Ce dont on ne peut pas se rendre compte sur un plan, et c'est pour ça que les plans, ça ne veut strictement rien dire, à mon sens, c'est que c'est le relief de cet endroit. Ici, vous avez donc à nouveau le jardin d'ornement, disons, et puis on voit bien que déjà là, il y a une terrasse et qu'il y a des dénivelés. Mais la chose la plus extraordinaire dans ce jardin, et à ma connaissance aussi, il n'y a aucun autre endroit comme ça en Europe, si quelqu'un de vous a l'information, je le veux bien aussi, c'est que ce sont des jardins en creux. C'est très étrange, on ne s'explique pas pourquoi. J'ai demandé à Jean-Michel Sinsart, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est la référence pour les jardins historiques au ministère de la Culture. Il ne se l'explique pas non plus. Il a beaucoup étudié ça aussi. Il a un blog qui s'appelle comme par hasard L'année du jardinier, comme le livre qui vient d'être cité et qui est le livre que vous devez avoir sur votre table de nuit parce que c'est une petite merveille, L'année du jardinier. Il a fait une chose très intéressante sur son blog sur ce jardin et on ne s'explique pas ça. Parce que là, on est en Auvergne, on est en altitude, il fait froid longtemps au printemps et donc on dit que c'est probablement avec ces creux et ces murs en pierre de taille pour piéger la chaleur, mais évidemment qu'au printemps, ça piège aussi le froid. Donc c'est très curieux, c'est complètement inexpliqué pour le moment. Et c'est très ancien parce que Montaigne, allant voir Madame de Lafayette, s'est arrêté là et a décrit ces jardins en creux. Il était lui-même déjà complètement épaté par ça. Et il dit que simplement, ce qui le frappait, lui, c'est qu'il y avait énormément de fruitiers et très peu d'herbes. Donc c'était plutôt probablement un verger dans ces jardins creux. Très curieux. Ça s'appelle Château Dauphin. Château Dauphin en Auvergne. À Pont-Gibaud, voilà. Alors ça, pour ceux qui reconnaissent, c'est chez moi. Je n'ai pas été chercher bien loin l'exemple. C'est le château de Valmer en Touraine. Et là, on avance un peu dans le temps parce qu'on est à la Renaissance. On est ici en 1520. Ce plan-là date de 1697, donne donc bien l'état du jardin à la fin du XVIIe siècle, mais la création de ce jardin, qui sont des jardins en terrasse, date du début du XVIe siècle. Ça, c'est vraiment c'est le moment de la Renaissance en France, donc c'est le moment où la Renaissance italienne envahit la France, et donc c'est un jardin très italien, c'est un copier-coller, ils n'avaient pas encore d'ordinateur, mais c'est un copier-coller des jardins Médicis en Toscane, où voilà, on prend un coteau bien exposé, on met la maison à mi-pente du coteau, et on crée des terrasses, on fait des déblais, remblais, et on fait des terrasses comme ça qui ouvrent sur le paysage. Et vous voyez cette partie-là qui est le potager, 1 hectare, une taille classique de potager de château, c'était fait pour nourrir environ 40 personnes. En l'occurrence, ça nourrit toujours du monde à Valmer, mais plus 40 personnes, hélas. Et voilà la verticale. Et là, vous avez un exemple aussi d'interprétation historique du XXe siècle.
ou du XXIe siècle même. Les allées sont classiquement en terre battue. C'est un dessin archi-classique, 4 carrés, avec un bassin rond au centre, au milieu de chaque carré, un autre bassin. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la plupart des temps, quand les gens commandent ce genre de jardin, on a droit à oui, oui, c'est très important, c'est philosophique, c'est les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu. Enfin, vous en faites tout un baratin qui est peut-être vrai. Mais moi, je dis d'abord que c'est un dessin technique. C'est-à-dire que si vous voulez faire pousser des légumes, c'est plus pratique s'ils sont en ligne. On n'appelle pas ça rang d'oignon pour rien. À l'époque, il n'y a pas d'arrosage automatique, donc vous êtes tributaire de votre arrosoir. S'il y a un bassin au milieu, alors il peut être rond ou carré, d'accord, mais s'il y a un bassin au milieu, c'est quand même la meilleure façon de ne pas faire trop de kilomètres pour aller arroser vos légumes. Donc c'est juste un dessin technique. Après, on peut rajouter toutes les significations ésotériques qu'on veut, mais voilà. Je fais partie des gens qui pensent, une fois ça dit, qu'un jardin dessiné de manière techniquement juste est forcément beau. Et c'est valable aussi pour l'architecture, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres choses. Si quel que soit l'objet, il est conforme à sa destination et à la destination de quelque chose utilisé par l'homme, et qu'il est donc à échelle humaine, ça ne peut pas être laid. Oula, alors comme j'ai encore 5 minutes, on va aller beaucoup plus vite. On va galoper. Autre exemple, Saint-Jean-de-Bourgard, là on arrive au XVIIe siècle. Très classique. Voilà, c'est le XVIIe, c'est déjà 2 hectares. C'est à l'heure actuelle, à mon sens, un des plus beaux potagers de France. Et on va arriver dans la mégalomanie. Ça, c'est La Chaise, en Beaujolais, très très bel endroit aussi. Mais vous voyez que là, l'esthétique prime sur l'utilitaire déjà. Et puis bon, on peut finir par le plus bel exemple du plus grand mégalomane de tous les temps, en tout cas en France. J'ai nommé Louis XIV et son potager du roi. Là, c'est juste 9 hectares. Donc, voilà. Et puis alors là, curieusement, on a beau être au XVIIe siècle, on est à Miromesnil, et en fait le potager, on est en 1950. Entièrement repris par Madame de Vaugué après la guerre. Elle a gardé le principe des 4 carrés et des alignements, mais elle a introduit des plates-bandes de vivaces, d'arbustes. Voilà. Et donc ça, finalement, c'est un potager typique des années 50. Pour mémoire aussi, parce que une autre forme de potager ou de jardinage, il y a tout ce qui est jardins familiaux. Ça, ici, c'est à Hasbrook, avec toute la formidable histoire de l'abbé Lemire, qui a inventé, si on peut dire, ces jardins familiaux. Là, comme vous voyez, les allées, il y a la grande allée qui dessert, et après, il n'y a même plus d'allées, parce qu'il ne faut pas perdre de place. Ils sont juste des passe-pieds dans les cultures légumières. Et puis ça, c'est 1978, je crois, c'est Valjoannis, en terrasse, inspiré du 18e, mais pour le coup, tout à fait fin du 20e siècle. Et puis, on va vous en parler plus longuement, parce que vous allez voir Laurent Portugaise tout de suite après moi. Mais ça, c'est bien entendu Villandry, et ça, c'est un cas d'école amusant, parce que, comme vous le savez, c'est évidemment un jardin de la Renaissance, qui a été entièrement 19e. Nous sommes ici en 1860, je crois. Donc il fallait le faire quand même de remblayer ces terrasses des millions de mètres cubes pour faire un jardin à l'anglaise, qui a réellement été réalisé. Et puis ensuite, hop, Joachim Carvalho arrive et on enlève ces millions de mètres cubes, on retrouve les terrasses et on recommence comme ça. Et ce qui est très amusant dans ce jardin, je trouve, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce jardin est, comme vous le savez, c'est un jardin du début du XXe siècle. On a pris des copier-coller, des plans de différents jardins pour faire ça. C'est un jardin hispano-mauresque ici. Pendant longtemps, Villandry a eu le discours de dire « nous sommes un jardin de la Renaissance », et puis Dieu merci, maintenant il a arrêté. Et il dit « c'est un jardin du début du XXe siècle ». Et il y avait une terrasse qui n'existait pas, qui n'était pas plantée, curieusement, de tout Villandry. C'est celle-là. Et celle-là, j'ai dessiné et redessiné les structures de cette terrasse. Et c'est Louis Bénèche qui est intervenu dans ce fameux jardin des nuages. Et là, je trouve ça génial parce que c'est le seul endroit de Villandry où il y a des allées souples.
tout est au carré ou au cercle ou au demi-cercle. Enfin, ça rigole pas, quoi, Villandry. Et là, il a introduit ça et je trouve ça génial parce que quand on marche dedans, on ne se rend presque même pas compte qu'il y a des allées courbes. Mais Villandry, 90% des gens ont d'abord accès à Villandry par la photo aérienne. Et là, il y a le petit clin d'œil là-haut qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà. Alors là, je vais passer rapidement, mais voilà, à l'heure actuelle, les dessins qu'on peut obtenir avec la fameuse permaculture, donc il y aurait beaucoup à dire, et en bien et en mal, ou plutôt en bien sur le fond et en mal sur la façon dont on en parle souvent, de façon un peu exaspérante à mon goût. On arrive à ce genre de choses où là, pratiquement, il n'y a plus d'allées, où il y a des allées de passage uniquement. À partir du moment où on considère quand même la permaculture dans sa vraie raison d'être, c'est-à-dire que c'est une manière de faire familiale. Donc là, vous avez une maison, une famille, et voilà comment s'organiserait éventuellement un jardin. Donc là, le moins d'allées possible, c'est juste là où on marche, éventuellement, on met du BRF pour ne pas enfoncer dans la boue, mais c'est tout. La seule chose qu'on peut dire pour le moment, malgré toutes les vertus de ce genre de culture, c'est que ça ne donne pas des choses d'une beauté équivalente à ce qu'on a vu précédemment. Et juste un dernier petit mot pour vous dire qu'il faut vraiment que vous alliez voir cet endroit parce que c'est l'objet d'une restauration absolument exemplaire et rare à notre époque. C'est Château Colbert. Château Colbert, c'est un molévrier qui est connu pour son parc oriental, mais qui était le parc d'un très gros château. Et il y avait là un potager qui a été entièrement restauré. Voilà, vous voyez comment c'était en 2012. Allez vite. Vous imaginez les travaux. Et voilà comment c'est maintenant. Et c'est un très bel endroit parce qu'il y a à la fois un geste moderne, par exemple, d'avoir créé ce chemin d'eau au milieu et en même temps une vraie rigueur dans la composition des carrés. Et surtout, ce qui n'est pas si fréquent, c'est que c'est réellement un potager qui fournit réellement à manger pour le restaurant du château, avec toute la technicité que ça demande au jardinier, qui est Michael Vincent et qui est un type formidable. Donc si vous allez près de Cholet, allez voir ce très bel endroit. Et puis sinon, je parlais de tradition. Une des choses très importantes dans un potager, c'est effectivement le poids de la tradition qui se passe d'un jardinier à l'autre pour maintenir des choses, parce qu'on s'inscrit dans le temps. On a des très vieilles formes fruitières, par exemple. C'est d'avancer. Ce qui compte aussi, évidemment, dans un jardin, c'est les jardiniers. Donc là, vous avez le potager du roi à deux époques différentes. Voilà. L'usage des jardins est différent aussi. Je pense qu'il y a moins de gens qui trimballent des arrosoirs dans le potager Caillebotte, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent là pour le peindre. Ici, c'est à Valmer. On a un petit monsieur emplumé à droite, mais à gauche, maintenant, il y a un jardinier qui bosse. Ça, vous reconnaîtrez aussi Villandry, M. Carvalho lui-même dessinant ses plates-bandes. Et puis après, quelqu'un qui se gratte la tête pour savoir comment maintenir les bordures de buis. Voilà, ça c'est un hommage à deux messieurs, Beccaletto et Moulin, qui ont été les grands artisans des arbres fruitiers du potager du roi. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord des gens. Après, il y a des jardins. Et un petit coup de pub pour une association qui a été créée maintenant il y a quelques années, qui est l'association des potagers de France, et qui réunit à travers toute la France des beaux potagers, quelle que soit leur taille, quel que soit leur propriétaire, quel que soit leur mode de fonctionnement. La seule chose à faire, c'est d'être agréé par vos pairs et d'être ouvert au public et d'avoir une page internet pour qu'on puisse le savoir. Et là, nous avons maintenant, à l'heure actuelle, 80 jardins à travers toute la France. Et on fait tous les ans des journées techniques pour se rencontrer et pour parler potager, parce que finalement, il n'y avait pas de lieu où on pouvait le faire. Vous reconnaîtrez, bien entendu, ce n'est pas choisi au hasard, la Médicée qui fait partie de cette noble association. Pour finir aussi, je voulais vous dire à propos des allées spécialement, 2 livres de chevet. Alors de toute façon, la grammaire des jardins, ça c'est vraiment un livre de chevet, vous devez l'avoir sur votre table de nuit. Moi, il est réellement sur ma table de nuit, bourré de choses intelligentes, de petits croquis, de proportions à donner aux choses. C'est René Pécher qui est un grand paysagiste belge. Et puis Édouard André, on n'a pas fait mieux pour savoir comment dessiner les allées d'un carrefour.
Et il y a plein de dessins, il y a plein de croquis qui expliquent. Et vous savez, les dessins, on dit celui-là, il est mauvais, celui-là, il est bon. Barré, bon, voilà. Extrêmement utile parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de dessiner une allée et il n'y a rien de plus difficile que de dessiner un carrefour d'allées. Alors oui, non, c'est pas. Oui, vous avez dans les expositions là des tas de choses sur Leroy et sur André. Donc vous pourrez revoir ça. Mais c'est aussi un livre de chevet, ce gros traité de l'art des jardins. Voilà. Je vous remercie. Agnès, non, Agnès, il y a un autre micro, c'est Sixte qui l'a. Pour des questions, levez la main, merci. Je vous remercie pour l'exposé merveilleux. Alors, pour compléter ce que vous dites, qui est très pertinent au début de votre conférence, c'est le fait de la signification compliquée, symbolique, on cherche toujours à donner aux choses. Ça me rappelle Angkor Wat, avec les explications de savants brumeux. Et en réalité, il y a une loi, enfin qui n'est pas écrite, universelle. Il faudrait peut-être que je la mette en forme d'ailleurs. Tous les groupes ethniques du monde que je puis connaître directement ou par la littérature vivent la même chose. Que vous avez dit très clairement qu'il y a toujours une raison pratique d'abord. Et Jean Boulbet me disait, elle est ensuite, a posteriori, justifiée par le mythe. Mais toujours d'abord une raison pratique. Alors j'ai des exemples en nom, mais on n'a pas le temps de développer. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, qui n'est pas assez dit. Et d'autre part, je voulais vous demander de remettre la photo. Alors je ne me rappelle plus le château Colbert, vous m'avez dit. En 72, les gros travaux, oui. S'il vous plaît. Vous pouvez la remettre ? Si c'est possible, pardon. L'ordinateur avait déjà préparé la suite. Revenir en arrière. Ah, je suis désolé, ça ne va pas venir là. Non. Donc, dans cette photo, on voit une espèce de terrain en contrebas avec des grues, des tracteurs, etc. Et puis ensuite, on voit, c'est merveilleux, il y a des... Alors, vous avez fait, il vous a manqué l'attention là, parce que vous avez dit précédemment, le seul exemple en Europe d'un jardin en creux, c'était cet endroit précis. Là aussi, c'est en creux. Alors oui, mais le château Colbert, c'est un peu différent parce que le château lui-même est sur une butte où est perché le village aussi. Et il y a là c'est une butte qui domine une vallée avec le parc oriental de Bolévrier et une espèce de ravin dans lequel avait été installé le potager, à juste titre parce que du coup, comme c'est plein sud, ça tenait bien la chaleur, et comme c'était ouvert vers le fond, le froid ne stagne pas dedans. Mais c'est l'ensemble du terrain qui, effectivement, est comme dans une vallée très resserrée. Ce n'est pas le principe de carrés eux-mêmes enfoncés, maçonnés. Voilà. Ah, j'ai réussi à le repasser. Oui, certainement, mais c'est pas très haut. Hein. Vous voyez la proportion par rapport au carré, ça fait entre 1,50 m au plus haut dans les creux et 1,10 m au plus bas. Aucun n'a la même hauteur. C'est très très étrange. Alors oui, c'est peut-être pour attraper les fruits, mais ça c'est le principe de tout jardin palissé. Et ça n'a pas besoin d'être que le jardin lui-même soit en creux. Ah, pour attraper de hauteur. Ah oui, peut-être. On ramassait à quatre pattes sur les allées d'en haut, je ne suis pas sûr. Je suis très intéressé si l'un ou l'autre de vous connaît ce type de choses ailleurs. Hein. Ouais. Alors c'est peut-être pour garder l'humidité l'été, parce qu'on est dans un climat assez continental, il fait très chaud l'été en Auvergne, il y a des gros orages. Ça paraît quand même curieux. Et ce que je me dis, c'est que si on n'a aucun autre exemple, non, ça a toujours été un jardin. Il y a quelqu'un qui demande le micro là-bas. Ce que je pense, c'est que probablement, ça a été un essai. Et puis ça ne devait pas être très concluant, parce qu'il devait faire trop chaud l'été finalement, et trop froid l'hiver dedans. Et c'est peut-être pour ça qu'on en trouve nulle part ailleurs. C'est que c'est quelqu'un qui avait fait un essai, et puis on a vu que c'était nul, et que du coup personne n'a reproduit le modèle. C'est pas impossible non plus.
Oui, dans le potager de roi, il y a plein de murs. Alors oui, le potager de roi est effectivement un peu en creux. L'ensemble du potager, mais c'est sur 4 hectares. Donc l'air circule mieux. Enfin, voilà. Je connais un endroit comme ça au sud de Metz, qui était un grand jardin potager où c'était en creux, il y avait de l'eau et c'était une cressonnière. Ah Ouais. oui, ça c'est. Ouais. Mais dans ce cas, c'est dans un point bas. C'était, Là, il y a pas d'eau. c'est un jardin en terrasse, donc il y avait énormément de terrasses qui étaient typiquement potagères, Ouais. et il y avait donc effectivement un jardin en creux, donc qui permettait de retenir d'être beaucoup plus fraîche, et en même temps il y avait une circulation d'eau au milieu, et c'était une cressonnière. Ah, et pour l'eau, c'est logique. Voilà. Donc c'est à la fois froid, frais, Ouais. et en même temps il y avait de l'eau. Ouais. Et ça avait été clairement construit comme ça, avec cette volonté. Pour la cressonnière, ça paraît logique, en effet. Ouais. Non, si déjà Montaigne voyait des pommiers et des poiriers dedans, je pense que non. Et puis il n'y a pas du tout de système d'arrivée d'eau, d'évacuation d'eau. Mais en plus, ça rappelle, enfin je suis néophyte, mais la deuxième conférence du vendredi, les îles dans le ciel. Alors, on nous expliquait que le monsieur qui s'y connaît bien, là, l'alpiniste, non, c'était oui, c'est ça, que les fleurs rares qui normalement devraient survivre en montant en altitude, en réalité se réfugient dans les creux, comme ceci, parce qu'elles bénéficient d'une climatisation naturelle lorsqu'il fait très chaud. Or, vous parlez d'un climat continental, donc peut-être qu'il y a un lien à faire là avec l'utilisation, alors en fonction d'une variété particulière, éventuellement de fleurs d'ailleurs, pourquoi pas. Oui, alors ça, pour le moment, ce jardin est dans l'état à peu près, vous le voyez là, et comme vous voyez, donc il n'a pas été remis de fruitier dans ces carrés. Et ça serait très intéressant d'en remettre et de voir ce que ça donne. Oui, moi je pensais à notre région ici en Haute-Savoie et je me disais peut-être que ça a été conçu pour mettre des fruitiers et permettre de garder de la neige, parce qu'on dit qu'il faut remettre de la neige au pied des arbres pour leur éviter de bourgeonner trop tôt. Parce que comme il y a des amplitudes de température, on va avoir un mois de mars très chaud, ça arrive, et en avril un refroidissement, peut-être que ça pouvait être conçu un petit peu comme ça. Ah, ça me paraît une bonne explication. Alors en Auvergne en plus, il y a de la neige tard aussi. Ben voilà, ça, Ouais. je ne sais pas, c'est une idée. À creuser. Merci. Merci Alice.